Salam la team, j'espère que vous allez bien. Moi j'ai toujours un petit peu la gueule de bois après cette défaite contre le Barça hier. Voilà, toujours un petit peu compliqué à digérer, mais bon, on passe à autre chose. La saison est terminée, le Barça mérite sa Liga, bravo à eux, il n'y a pas de problème. Maintenant on a eu pas mal d'actualités, pas mal d'infos et pas mal de here we go. À commencer par Ancelotti qui quitte le Real et qui va s'engager avec le Brésil. Hein, le petit maillot, on l'a sorti. Bon, c'est pas une surprise, hein, c'est pas un secret pour tout le monde. On le savait, c'était juste une question de temps, de contrat, etc. Donc à la fin du mois, je pense qu'il va s'engager avec le Brésil. Donc bon vent à lui, bonne chance à lui. Et faut pas oublier les gars, faut pas oublier Ancelotti, faut pas faire les ingrats. Le coach le plus titré avec le Real. Et vraiment une légende. Légende vivante, 3 Ligues des Champions, 2 Ligas, 2 Copas, 3 Super Coupes. Les dernières coupes, je les connais pas, c'est les Coupes du Monde des clubs peut-être, mais oui, c'est 15 trophées avec le Real, c'est exceptionnel, vraiment. Merci pour tout Carlo, merci pour tout, on fait pas les ingrats ici, on l'adore, moi je l'adore. C'est un entraîneur charismatique, vraiment avec son sourcil, ses chewing-gums, etc. Vraiment une image qui va laisser, une trace qui va laisser au Real indescriptible, indélébile plutôt, indélébile. Donc ouais, respect à ce grand monsieur du football qui nous a apporté beaucoup de victoires, de trophées. C'était pas le plus fin tacticien, mais c'est un coach pragmatique, la gagne. Et honnêtement, voilà, on a des belles images, on se souvient de ces images avec le cigare, ces images de joie avec les joueurs. Vraiment beaucoup d'affection pour ce coach. Je pense que ce sera un départ avec plein d'émotions, pour ma part en tout cas, pour lui aussi j'imagine. Mais ouais, que des beaux souvenirs du Don Carlo. Il y a aussi des très belles images qu'on peut pas oublier, les gars. Hein. Vraiment. Cette danse avec les joueurs, je crois que c'était en 2022, où les joueurs sont contents après la Ligue des Champions et puis il vient les rejoindre et lui-même se met à danser. Superbe image que j'oublierai jamais, vraiment. C'était très très belles images. Et ouais, vraiment, on peut voir à quel point il était proche des joueurs. Franchement, ouais, ça fait bizarre quand même qu'on va tourner la page... De toute façon, il faut tourner la page. Il faut laisser la place aux jeunes. Mais voilà, hein, ici, qui fête à CBS avec Camavinga. La petite danse. Ah, franchement, c'est des belles images. Un vrai coach qui était très proche de ses joueurs. Mais je pense qu'il est temps de tourner la page et justement de laisser la place aux jeunes. Et la place aux jeunes, justement... Xabi Alonso au Real Madrid, c'est enfin officiel. Pareil, c'était pas un secret. Here we go de la part de Fabrizio Romano. Xabi Alonso qui, la semaine dernière, a annoncé qu'il quittait Leverkusen et il va rejoindre le Real. Donc on a hâte de le voir. Apparemment, il va prendre ses fonctions début juin, le 1er juin. Donc il va retrouver Bellingham, Valverde, Mbappé, Vinicius. J'ai tellement hâte de voir ce que ça va donner, les gars. Je suis hyper hyper curieux, j'ai tellement hâte de voir comment on va jouer, si ce sera son fameux 3-4-3, s'il va rester sur un 4-3-3 ou un 4-2-3-1, on verra. Il viendra avec son staff aussi, ça c'est hyper important et c'est une très très bonne chose de venir avec son staff, avec son équipe. Voilà, ils vont travailler ensemble, ils auront des idées claires et un projet bien précis, donc ça c'est hyper important. On l'a vu avec Flick, avec Luis Enrique aussi qui est venu avec son staff. Donc c'est hyper important de garder ce groupe et de venir en équipe comme ça. Et surtout, il va retrouver son ami de longue date, Modric, Luka Modric, qui est toujours joueur et qui va sûrement encore prolonger, hein, peut-être une année. 2014, la décima. Donc ouais, belle image aussi, ils vont se retrouver. Donc ça va être assez sympa. Moi, je suis hyper hype. Je suis vraiment hype et je suis très curieux de voir comment ça va se passer. Je trouve aussi que le timing est pas trop mal. C'est un bon timing. Il va venir juste avant la Coupe du Monde des clubs. Il va pouvoir travailler, faire un état des lieux de l'effectif, voir voilà, les joueurs dans quel état ils sont, qui restent, qui partent, le mercato, etc. Et justement, cette Coupe du Monde des clubs servira aussi un peu de pré-saison. Où tu auras des matchs quand même importants. C'est quand même une compétition avec un trophée et surtout un pactole à la clé. Il y a 150 millions à la clé. Je pense que tonton Pérez, lui, va pas faire l'impasse dessus. Mais voilà, ça servira quand même de pré-saison pour Xabi Alonso. Il pourra rectifier un petit peu son effectif, son équipe, savoir dans quel dispositif il va jouer, avec quels joueurs, etc. Moi, ce qui me dérange un peu, c'est
le temps de repos pour les joueurs, parce que là tu termines fin mai, mi-juin tu rattaques la Coupe du Monde des clubs, ensuite ça se termine je crois un mois plus tard, mi-juillet, tu rattaques ensuite la Liga derrière, donc il y en a ils jouent la Ligue des Nations aussi, il y en a ils partent en Amérique du Sud, donc ouais, d'un point de vue repos, etc., temps de repos, vacances, ça va être très compliqué pour les joueurs, il y a de plus en plus de compètes, de matchs, d'argent, etc., donc ouais c'est... Au final, c'est le serpent qui se mord la queue parce que les joueurs veulent un peu plus d'argent et de gros contrats. Mais au final, les clubs, c'est pareil. Pour payer ces gros contrats, donc il faut plus jouer, il faut avoir plus d'argent et plus de compètes. Donc voilà, c'est un cercle vicieux. Mais bon, on verra comment ça va se goupiller tout ça. Deuxième partie de la vidéo, on va revenir sur les questions, les gars. Je vous ai pas oublié. J'avais mis un post la semaine dernière sur la vidéo avant-match Classico. J'avais répondu à quelques questions. Il y a d'autres questions qui sont venues entre-temps. Je vous ai pas oublié, je vais les récupérer et on part tout de suite sur les questions. Alors, première question. Comment peut-on interpréter le fait que deux équipes PSG-Barça censées être en reconstruction accèdent déjà quasi à leur finalité en une saison? Une baisse du niveau ou une transition plus globale du football? Très bonne question, en vrai très, très intéressante la question, pas évident à répondre. Je pense quand même que, pour prendre un exemple, le Barça, je pense quand même que quand on parle de reconstruction, on repart pas de zéro non plus. Xavi quand même avait laissé quelques bonnes bases, quelques bonnes fondations, hein, notamment défensives aussi. Et voilà, le Barça se repose beaucoup aussi sur son centre de formation, la Masia, donc avec l'émergence d'un Yamal forcément, d'un Gavi qui commence à se confirmer, un Pedri qui est là, beaucoup plus fiable et moins blessé. Donc c'est sûr que t'as des joueurs comme ça qui sont là toute l'année, qui te font du bien dans ton système. Je pense à un Baldé aussi qui a pris de l'ampleur cette saison. Et puis quand t'as un coach qui arrive avec des idées claires et qui a quand même gardé cet ADN du Barça, voilà, avec ce football total, mais aussi il ramène sa patte un peu, sa verticalité allemande, son pragmatisme du football, sa verticalité. Donc du coup, ça donne un mix explosif. Et voilà, il y a aussi ce parti pris de jouer très haut, jouer ce hors-jeu à la médiane. Donc c'est vrai que ce Barça, il y a tout qui a cliqué, il y a tout qui a fliqué, j'ai envie de dire. Et je pense que c'est un mélange de tout qui fait que c'est un contexte, encore une fois, quand tu as tout qui match, ça clique, bah forcément que quand ton coach vient avec des idées, que les joueurs adhèrent à son projet, il y a tout le monde qui tire dans le même sens. Et t'as un Rafinha qui fait une saison extraordinaire, Yamal qui continue de confirmer après sa bonne saison l'année dernière, son Euro, bah là cette saison c'est exceptionnel. Et il y a tout le monde qui tire dans le même sens. Et ça travaille bien, tout simplement, ça travaille plutôt bien. Et le PSG c'est pareil, t'as un Luis Enrique qui est venu avec ses idées, quand on le laisse travailler, quand le board du PSG le laisse travailler, il met ses idées en place. Il y a un gros collectif maintenant, une équipe qui est vraiment équilibrée, un travail sur 2 ans. La saison dernière, il fait demi-finale de Ligue des Champions. Cette saison, c'est une finale, donc il y a un travail, il y a une progression. En championnat, bon voilà, on sait très bien que le PSG en championnat, il n'y a pas de compétitivité, on va dire. Je pense que c'est un tout, je pense que ça travaille très bien, surtout aujourd'hui, voilà, tout est standardisé. Tu as accès à la data, au scouting, etc. Donc ça travaille très bien, il y a des moyens. On fait confiance aux jeunes joueurs. Je pense à Doué, Yamal encore une fois, les Gavi, les Pedri. Donc quand tu fais confiance aux jeunes joueurs, quand tu travailles bien, que tu as des idées claires, tout le monde tire dans le même sens. Tu as des gros collectifs et au final, bah voilà, pour moi, je suis même pas surpris que ça fonctionne bien, encore une fois. Et c'est pas seulement sur 1 an, je pense, c'est aussi le travail de 1, 2, 3 ans. Et tu as aussi, en parallèle, tu as aussi, on va dire, des géants historiques qui, eux, sont plutôt en phase descendante. Je pense à la Juve, je pense au Milan, au Real cette saison. City qui va un petit peu moins bien aussi, qui est un peu malade cette saison. Donc, ces géants d'Europe aussi qui, eux, sont dans la phase descendante, peut-être que tu as cette impression qu'il y a une prise de pouvoir des jeunes équipes qui travaillent bien. Et c'est peut-être pour ça aussi que peut-être cette impression que les nouveaux projets émergent vite. Next. Est-ce que le Real Madrid devrait avoir peur de l'émergence de clubs tels que le Barça et le PSG? Non. Non, je vois pas pourquoi tu aurais peur. C'est juste à toi de te mettre au niveau et de travailler, tout simplement. Comme je l'ai dit, le PSG par exemple et le Barça, c'est des équipes qui travaillent très bien. Liverpool aussi. Il y a beaucoup d'équipes qui bossent bien. Le Leverkusen de Xabi Alonso qui travaille très bien. Et justement, si tu as un Xabi Alonso qui vient au Real avec ses idées,
si les joueurs adhèrent aux idées et à la rigueur, la discipline du coach, normalement, s'il y a tout le monde qui tire dans le même sens, ça peut fonctionner. Aujourd'hui, dans le football moderne, tu as tout le monde qui doit faire les efforts, tu as tout le monde qui doit courir. C'est un jeu avec beaucoup d'intensité, où tu as tes latéraux qui sont hyper importants, avec un bon effectif, un bon recrutement, un bon mercato. Avec Xabi Alonso, moi je suis positif, ouais, franchement je suis optimiste et je pense que ce Real n'a pas à avoir peur de quiconque, que ce soit le PSG, le Barça ou autre. C'est à lui de se relever, d'être compétitif et d'aller se battre pour aller chercher des trophées, tout simplement. Ensuite, tu t'attends à ce que le Real Madrid retrouve son niveau dès l'année prochaine ou que cela prenne plus de temps, 2 à 3 ans pour reconstruire? Bon, ça tombe bien, ça fait une bonne transition, on parlait du Real. Je pense que ça peut prendre un peu de temps. Après, ça dépend. On a vu un Flick, ça a marché tout de suite. Bon, Enrique, ça a pris 2 ans aussi. Mais je pense que tu pourras pas faire pire que cette saison déjà, je pense. Honnêtement, cette saison, footballistiquement, t'as 14 défaites. En Ligue des Champions, t'as beaucoup de défaites aussi. Tu t'es fait éliminer sans rien montrer. T'as été très faible. Après, encore une fois, les gars, c'est multifactoriel, pardon. Les blessures, le fait que t'as pas racheté, tu t'es pas renforcé, t'as perdu des cadres, des leaders, Carvajal, Kroos, etc., Nacho. Donc, voilà, je pense que ça peut prendre du temps. Ça va sûrement prendre du temps. Tu vas pas venir et tout de suite, surtout si tu viens avec un 3-4-3 et que les joueurs doivent s'adapter à ce nouveau dispositif. Ça peut prendre un peu de temps, mais je pense que on va avoir de la progression, on va avoir des idées claires, j'espère en tout cas. Et il faut que les joueurs jouent le jeu et que tout le monde respecte les consignes et la rigueur du coach. Et je pense qu'il y aura de la progression. Après, si la saison prochaine, tu gagnes pas tout de suite la Ligue des Champions ou la Liga, c'est pas grave, ça peut arriver. Tant que tu as de l'évolution et de la progression dans le jeu et que ça va dans la bonne direction. Ça pourra prendre 2 ans, voire 3 ans, on verra. Ensuite, quel serait ton top 3 Ballon d'Or 2025 si l'Inter gagne la Ligue des Champions? Ah, intéressant. Ça aurait été plus simple si le PSG la gagne, j'aurais pu donner mon top 3, mais si l'Inter remporte la Ligue des Champions, ce qui n'est pas impossible, attention les amis parisiens, c'est pas fait, attention. Je pense déjà, dans mon top 3, je mettrais Lamine Yamal, c'est sûr. Cette saison, il a été exceptionnel, il y a trop d'images marquantes. Il y a trop d'images de Lamine Yamal. Encore une fois, les critères, les gars, je vous les rappelle, le premier critère hiérarchique. Donc le premier, c'est les compétences individuelles et décisives. Donc Yamal, voilà, a été très décisif et individuellement, c'est celui qui ressort du lot au Barça. T'as Rafinha aussi en termes de décisif, c'est pas mal en termes de stats. Le deuxième critère, c'est l'aspect, le volet collectif et les trophées. Et le troisième, c'est le fair play. Le fair play. Donc je pense quand même que Yamal, je le mets dans mon top 3. Je mettrai quand même Dembélé. Même s'il perd la Ligue des Champions, il y aura encore la Ligue des Nations derrière. Justement, avec Yamal aussi, il y aura cette demi-finale Espagne-France que j'irai peut-être voir, c'est pas sûr. Et donc ouais, je mettrai Yamal, Dembélé, et puis je mettrai quand même peut-être Rafinha ou Pedri, je pense. Je pense Rafinha ou Pedri, ouais. Dembélé, Yamal et Rafinha ou Pedri. Voilà, ce serait mon top 3 actuel. Et si l'Inter remporte la Ligue des Champions. On va terminer avec celle-ci. Est-ce que tu penses que la venue de Mbappé au Real Madrid a fait en sorte que l'équipe baisse de niveau ou tu pointes plus du doigt le management de Carlo? Je pense que c'est un mélange de tout. La principale responsabilité, je la donne quand même au board et à Tonton Pérez, qui n'a pas su recruter intelligemment. Quand tu sais que tu perds Militao, Alaba, qu'ils ont les croisés, tu perds Carvajal, croisé aussi. Donc toute ta défense est blessée et c'est des absences de longue date. Surtout Carvajal, leadership, leader technique. Quand tu remplaces pas Toni Kroos, le cerveau, le chef d'orchestre de cette équipe, l'importance qu'il avait dans le dispositif. Donc tu récupères Mbappé. Donc tu peux te dire que tu te renforces offensivement, mais tu t'affaiblis ailleurs. Mbappé qui débarque avec toutes ses casseroles et tous ses antécédents. On a bien vu, les 4 premiers mois, c'était compliqué. C'était le néant. Il avait perdu son football, il était quasi dead, il était quasi mort en fait, footballistiquement. Il était au fond du trou. On se souvient ce penalty raté contre Liverpool, le penalty raté contre Bilbao, lui-même l'a avoué, il était au fond du trou.
Et derrière, ensuite, il fait cette interview. Ensuite, il revient contre l'Atalanta, il marque. Et en 2025, ça va beaucoup mieux. Il retrouve son football et il est décisif. Et on peut voir, il va finir à plus de 40 buts. Donc, est-ce que tu remets la faute sur un joueur? Non, c'est un raccourci pour moi qui est trop facile. Surtout, de surcroît, c'est le joueur qui va quand même te sauver. Encore hier, tu joues la Liga, c'est en partie grâce à lui. Parce que sur 2 ou 3 matchs, Villarreal, Celta Vigo, Valence, c'est lui qui te met des doublés et qui te garde en vie dans cette Liga. Donc paradoxalement, tu peux pas dire que c'est lui qui te plombe alors que c'est lui ton meilleur buteur et qui te maintient en vie dans les compétitions. Les points noirs en Ligue des Champions, je suis d'accord, c'est 4 matchs. Les 2 contre l'Atlético Madrid, les 2 contre Arsenal où il n'a pas répondu présent. Ça peut arriver. Il n'a pas été parfait, il n'a pas été exempt de tout reproche, forcément. Mais de là à tout remettre la responsabilité et les problèmes sur lui, c'est trop facile. Pour moi, c'est un ensemble de tout. Comme j'ai dit, tu t'es pas renforcé comme il faut l'été dernier au Mercato. Cet hiver, tu n'as rien fait. Tu as une hécatombe de blessures. Tu as une pénurie de joueurs derrière. Tu n'as pas remplacé Toni Kroos au milieu de terrain. Et en plus de ça, tu as 4 premiers mois d'Mbappé qui sont compliqués. Donc non, je pense pas que ce soit que lui. Et voilà, je pense que maintenant, avec l'arrivée d'un Xabi Alonso, quelques recrues, et bien tourner autour d'Mbappé et centrer le projet autour de lui avec des individualités, avec un collectif, avec des joueurs qui vont dans la même direction, ça pourra prendre. Encore une fois, les gars, c'est sa première saison. Faut pas oublier, CR7, il a mis 5 ans pour remporter sa première LDC avec le Real. Est-ce qu'on se souvient de la première année de Benzema au Real? C'était très compliqué aussi. Et là, quand même, la première saison d'Mbappé, on a beau dire ce qu'on veut, elle n'est pas parfaite. Et d'un point de vue collectif, c'est compliqué. Il n'y a pas de titre majeur, mais individuellement, voilà, il a fait le job, il a fait le boulot, il s'est pas caché. Et ça, quand même, on peut lui reconnaître. Surtout que Mbappé, les standards d'Mbappé, c'est il faut qu'il marque 40 buts minimum parce que sinon, c'est une saison ratée. Donc là, en fait, on est en train de parler d'une saison potentiellement mitigée, alors qu'il va mettre 40 buts cette saison. Si on prend un autre joueur, 40 buts en sa première saison au Real Madrid, on est tous unanimes et on dit tous que c'est exceptionnel. Sauf que c'est Mbappé et les standards sont très très élevés. Encore une fois, voilà, ça dépend comment on juge la chose, mais non, pour moi, c'est loin d'être le flop de cette saison et c'est loin d'être... c'est pas lui les mots principaux du Real cette saison. Pour moi, c'est plus global, c'est plus collectif et il y a d'autres problèmes. C'est pas le seul. Enfin bref, ce sera tout pour cette vidéo, les gars. Merci à tous ceux qui ont participé. On refera de plus en plus de questions-réponses comme ça. C'est super intéressant d'avoir vos questions et que je puisse essayer de répondre à ma manière. On est content. Xabi Alonso arrive. Il y aura du boulot. Il y a un gros chantier. On va voir comment ça va se reconstruire et se goupiller. Donc moi, je suis hyper hype et hyper curieux de savoir comment on va jouer, si c'est en 3-4-3, en 4-2-3-1, 4-3-3, etc. Pour ce qui est des prochaines vidéos sur la chaîne, il y aura forcément les matchs de championnat, on va terminer. Il y aura pas mal de bilans. On fera sûrement des tier lists sur le Real, les bilans, et puis on se projettera sur Xabi Alonso, les futurs compos, les premiers matchs, la Coupe du Monde des clubs, etc. Donc ouais, il y aura pas mal de contenu. Restez branchés, les gars. En tout cas, merci à tous pour la force et le soutien. Et on se revoit très très vite. Peace!